Bon, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un peu émouvant de revenir dans cette salle 20 ans après. Donc je vais vous proposer de repasser un petit peu les avancées qu'on a connues en cosmologie en partant du début, hein. Alors le début, c'est le début du point de vue des observations d'abord, hein. Donc ça, c'est une image qui passe toujours très mal à la projection à cause des lumières, hein. C'est le ciel, c'est la totalité du ciel de nuit tel qu'on peut à peu près le percevoir à l'œil nu. Donc il y a normalement à peu près 5000 étoiles qu'on voit. La Voie lactée, cette bande nuageuse, floue, qui traverse le ciel que vous pouvez voir en été. Et puis si vous avez un petit peu plus d'expérience, en particulier avec une carte du ciel astronomique, vous pouvez identifier de temps en temps ce qu'on appelle des nébuleuses, c'est-à-dire des petites taches floues, marginalement visibles à l'œil, hein. Il faut avoir une bonne vue et savoir où on regarde. Et puis, ça, c'est le spectacle du ciel pendant 99,9% de l'histoire de l'humanité. On était basé sur ces observations avec la présence des planètes qui se promenaient, et on a construit un modèle cosmologique, une représentation du monde sur cette base. Et en fait, si vous pensez à toutes les civilisations, il y a toujours une cosmologie, c'est-à-dire une représentation de l'univers avec des extrapolations plus ou moins judicieuses, bien au-delà de ce qu'on peut directement vérifier, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et donc c'est vraiment la nouveauté de la science, c'est d'approcher ce problème de la cosmologie, qui est une préoccupation ancienne, par une approche scientifique. Alors je vous ai mentionné les nébuleuses, il y en a une que j'ai pointée à un moment donné, qui est celle-ci, qui est la grande nébuleuse d'Andromède. Elle se voit à l'œil nu, donc si vous avez la possibilité de le voir en été, c'est à chaque fois que je peux, je le fais, hein. Elle a été répertoriée la première fois par un astronome perse, en tous les cas une trace qu'on a écrite aujourd'hui, en l'an 950, et qui est le premier à donner à peu près sa position et sa description. Alors, comme je le disais, on s'est représenté une cosmologie. Peut-être le modèle cosmologique qui a eu le plus de succès dans l'histoire, c'est le modèle d'Aristote, hein, celui qui a tenu le plus longtemps, entre guillemets, qui était centré sur la Terre, donc ce qu'on appelle le modèle géocentrique, et avec les astres qui tournent autour de la Terre, donc y compris les planètes, le Soleil et les étoiles. Et il y a eu déjà du débat du temps des Grecs, hein, sur ce modèle. Faut bien s'en rendre compte. En particulier, les caractéristiques du Soleil, sa taille et sa dimension étaient à peu près connues des observateurs grecs. Et ça paraissait curieux à ces gens-là qu'un objet qui était 100 fois la taille de la Terre soit en train de tourner autour de la Terre. Donc il y avait déjà un débat là-dessus, et il y a quelqu'un en particulier, Aristarque de Samos, qui avait proposé que le Soleil soit le centre du système et que ce soit les autres astres qui tournent autour. Et il y avait un argument pour réfuter cette possibilité, c'était de dire, mais quand on regarde le ciel, si vous bougez, les perspectives changent. Donc si l'orbite terrestre, si la Terre bougeait dans l'espace, eh bien on devrait voir un changement du paysage, des étoiles, des aliments, etc. Et on ne le voyait pas. Et donc cette idée a été en fait remise au goût du jour, hein. Le déplacement apparent des étoiles, ça existe, c'est un phénomène très faible qui est lié à leur distance et qu'on ne détecte pas à l'œil, mais qu'on a détecté au XIXe siècle avec des instruments. Alors la révolution sur cette représentation géocentrique, on l'attribue toujours à Copernic, hein. C'est vrai qu'il a été un des contributeurs très importants sur ce sujet, en remettant en cause l'idée que ce soit la Terre au centre du système. Il a mis un système héliocentrique, hein, qui est le système de Copernic, dans lequel le Soleil est au centre, les étoiles sont une sphère maintenant fixe, et la Terre tourne autour du Soleil. Mais il a fait que la moitié du chemin, je dirais, dans la révolution copernicienne telle qu'on l'entend aujourd'hui. Parce qu'on est toujours dans un système de taille finie, hein. Vous avez une sphère d'étoiles fixes, et au-delà, entre guillemets, il n'y a rien. Et donc, celui qui va être vraiment
celui qui va finaliser la formulation de la révolution qu'on appelle copernicienne, c'est Giordano Bruno. Et Giordano Bruno est un ancien professeur de l'université de Toulouse, je le signale au passage. Il a fait un petit passage à l'université de Toulouse pendant quelques années. Alors il avait mauvais caractère, donc il se fâchait assez vite avec ses collègues, ce qui l'a amené à se déplacer dans pas mal de régions européennes. Mais quand vous allez à l'université, vous passez sur le pont qui porte son nom. Et je voulais ramener une photo de la plaque du pont, mais elle a été enlevée. Là. Il y a peut-être des malandrins qui l'ont prise. Donc il va faire... Il est vraiment un visionnaire, hein, et c'est en même temps quelqu'un qui est un scientifique de son époque, comme on peut être scientifique à cette époque-là. Donc il va avoir l'idée que les étoiles, il va argumenter que les étoiles sont les équivalents du Soleil, qu'il y en a qui sont proches, qu'on voit, et qu'il y en a qui sont tellement éloignés que l'œil ne les détecte pas. Et lui imagine un univers infini. Donc il ne prononce pas le mot d'univers infini homogène, parce que c'est déjà un concept encore un peu plus élaboré, mais on voit bien qu'il y a cette idée que nous ne sommes pas dans une position particulière, il y a des étoiles jusqu'à l'infini, et ces étoiles sont toutes du même style, et donc elles rayonnent comme le Soleil, et elles ont des planètes autour. Et il va plus loin, et il dit, s'il y a des habitants sur les planètes dans le système solaire, il doit y avoir aussi des habitants dans certaines planètes ailleurs. Donc c'est vraiment un bouleversement total. Et quelque part, j'ai envie de dire, à la fois sur la cosmologie et la recherche des exoplanètes, on est encore en train d'adresser les questions que Bruno avait posées. Donc c'est Galilée qui va évidemment apporter la révolution définitive de l'astronomie par l'observation, avec les fameuses lunettes qu'il a utilisées, dont il n'est pas l'inventeur. Les lunettes ont été inventées par des opticiens hollandais, mais ils se sont bagarrés sur le brevet, donc personne n'a le brevet de la première lunette. Et Galilée, par contre, a fait une moisson d'observations astronomiques qui est toujours réputée comme une des plus grandes moissons de données scientifiques de l'histoire. Une des choses qu'il va faire, c'est de constater que quand on pointe une lunette, on détecte beaucoup plus d'étoiles que ce qu'on voyait à l'œil nu. Et en cela, il va valider un peu cette vision de Bruno. Alors, je vais passer assez rapidement sur le développement de l'astronomie pour citer quelqu'un qui, je trouve, a une histoire intéressante, c'est Herschel. Herschel avait été musicien auprès de la cour de Prusse, et donc mais en même temps, il était passionné d'astronomie. Et donc, le roi d'Angleterre qui le rencontre l'invite d'abord comme musicien en Angleterre, puis il se découvre cette passion commune pour l'astronomie qu'ils avaient tous les deux. Et donc Herschel va être nommé premier astronome royal en Angleterre et va développer, à la fois sur ses deniers, avec les deniers de l'État, les plus grands télescopes de son temps. Et il va faire quelque chose qui est de cartographier la distribution des étoiles autour de notre voisinage. Il obtient une carte reconstituée. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé avec sa sœur qui a apporté une contribution très importante à l'ensemble de ses travaux. Et le Soleil se trouve à peu près au centre de cette distribution. Et ce que constate Herschel, c'est que quand on regarde loin, bien, la distribution des étoiles s'arrête. On ne voit plus d'étoiles très loin. Donc on s'arrête, on remet en cause finalement la vision de Bruno. On se retrouve au XIXe siècle avec une vision dans laquelle le Soleil est dans un système d'étoiles et ce système d'étoiles a une extension, mais une extension finie. Et on appelle ça la galaxie. Et cette vision-là va perdurer jusqu'au début du XXe siècle, mais avec un débat. Le débat, il porte sur la nature des nébuleuses. Je vous ai remis cette grande nébuleuse d'Andromède. C'est un objet très grand, ça. C'est plusieurs fois le diamètre de la Lune sur le ciel. Par contre, à l'œil, vous ne voyez que la lumière diffuse de la partie centrale. Donc sur cette image-là, ce que vous voyez, c'est des étoiles de notre système d'étoiles, notre galaxie. Et puis cet objet-là, eh bien, les astronomes du 19e et du début du 20e commencent à discuter profondément la nature. Est-ce que c'est un nuage de gaz ou est-ce qu'au contraire c'est un système d'étoiles analogue au nôtre? Et les deux visions sont très différentes parce que si c'est un système de gaz, eh bien, il est dans notre galaxie vraisemblablement. Et par contre, si c'est un système d'étoiles extérieures, à ce moment-là, ces étoiles doivent être beaucoup plus lointaines à l'extérieur de notre propre système. Et
au passage, le philosophe Emmanuel Kant prend parti au débat et argumente qu'il doit s'agir d'un système d'étoiles analogue au nôtre. Finalement, c'est l'astronome Hubble qui va résoudre ce débat dans les années 1925, à peu près comme avait fait Galilée, mais avec un instrument beaucoup plus puissant. Il va utiliser le télescope le plus puissant de son époque, observer dans cet objet qu'il y a des étoiles individuelles, identifier une classe particulière d'étoiles qui lui permet de mesurer la distance et se rendre compte que cet objet a une distance telle que la lumière met 2 millions d'années à venir jusqu'à nous. Et donc, c'est une estimation qui est à peu près correcte. Il a le bon ordre de grandeur par rapport aux mesures actuelles. Donc, si vous avez l'occasion d'observer Andromède de vos yeux, eh bien, pensez qu'au moment où vous le faites, là, vous récoltez avec votre œil des photons, des grains de lumière qui ont voyagé pendant 2 millions d'années à 300 000 km par seconde pour venir au fond de votre rétine. Moi, j'y pense à chaque fois et ça ne me lasse pas de m'émouvoir. Ce qui fait qu'il y a 2 millions d'années, on n'était pas tout à fait avec le même aspect qu'aujourd'hui. Par contre, pour Andromède, qui est une galaxie, c'est à peu près la même chose. C'est comme une seconde dans votre vie, sauf cas dramatique, il n'y a pas de changement majeur en une seconde dans votre vie. Et donc, il n'y a pas de changement majeur dans la vie d'une galaxie en 2 millions d'années. Mais par contre, on connaît des galaxies à foison. À l'époque d'Hubble, on en connaît déjà des centaines. Aujourd'hui, je dirais, on a des catalogues de plusieurs milliards de galaxies et ça va augmenter au cours du temps. C'est d'ailleurs un des points tout à fait puissants de la cosmologie, c'est qu'on va pouvoir observer des objets qui sont tellement éloignés que la lumière met plusieurs milliards d'années à venir jusqu'à nous. Et donc, on va les observer non pas tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils étaient il y a plusieurs milliards d'années. Et donc, on va avoir la possibilité de voir le passé en direct, ce qui est une chance exceptionnelle. Dans les mêmes années, au début du siècle, il y a une autre révolution qui se fait en parallèle, qui est la théorie de la relativité générale, proposée par Einstein, évidemment. Donc, vous en avez tous entendu parler, vous avez entendu que le monde est un espace-temps à 4 dimensions. En fait, ça, c'est juste pour vous dire que pour repérer un événement, vous avez besoin de 4 coordonnées, 3 d'espace et 1 de temps. Donc, il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein pour constater ça. Par contre, là où il est génial, c'est d'imaginer que cet espace est courbe. Donc, un espace courbe à 3 ou 4 dimensions, normalement, un esprit humain comme le mien est trop limité pour se le représenter. Par contre, mathématiquement, c'est assez facile. Et la deuxième chose, c'est que ce que dit Einstein, c'est que cette courbure, la courbure de l'espace dépend du contenu. Donc, c'est illustré par un petit schéma mais qui est tout à fait pertinent. Vous avez ici ce qui représente un espace à 2 dimensions, parce que ça, les espaces à 2 dimensions, par contre, notre esprit se les représente très bien. S'il n'y avait pas de masse, il serait complètement plat. Une bille que vous lancez sur cette surface va en ligne droite. Et maintenant, la gravitation de cet objet va changer la structure de l'espace. Einstein dit l'espace-temps. Et donc l'espace maintenant est courbe à l'endroit où il y a une certaine masse. Et de ce fait, la trajectoire d'une bille sur cette surface va être déformée par rapport à ce que vous attendiez d'une ligne droite. Et donc toute l'idée d'Einstein, c'est de dire que la gravitation, c'est la manifestation de la courbure de l'espace-temps produite par la présence d'objets. Donc les concepts sont relativement aisés. Évidemment, quand on veut les formaliser, il faut la lourdeur de la relativité générale qui est beaucoup plus compliquée. Ça conduit à dire qu'il y a 3 possibilités pour la géométrie d'espace homogène. Ça, c'est une propriété connue des mathématiciens. C'est que les espaces qui sont identiques à eux-mêmes partout, il y a 3 possibilités. L'espace plat comme le plan, des espaces à courbure positive comme une sphère, et puis des espaces à courbure partout négative, c'est-à-dire ce qu'on appelle une selle de cheval. Vous voyez, une sphère, c'est quelque chose quand les 2 courbures sont dans la même direction, alors qu'une selle de cheval, vous avez une courbure dans une direction et une autre dans l'autre. Si vous essayez de dessiner une surface fermée qui soit à courbure négative partout, vous n'arriverez pas à faire une représentation dans votre espace à 3 dimensions. Et ça, c'est juste un problème de plongement. Vous essayez de faire une surface qui a des propriétés dans votre espace à 3 dimensions. Pour une sphère, ça marche. Pour un espace à courbure négative, ce n'est pas possible. Mais mathématiquement, le problème est le même.
et donc il n'y a pas de difficulté à construire des espaces qui sont à courbure négative partout. Simplement, si c'est une surface, vous ne pouvez pas la plonger dans R3, vous ne pouvez pas la représenter dans l'espace qui nous entoure. Donc Einstein développe, juste après la relativité générale, le premier modèle cosmologique relativiste. Et j'ai tendance à penser que le problème cosmologique était un problème très présent dans sa pensée, dans sa construction de la théorie de la gravité, parce qu'on savait que la théorie de Newton avait des petites difficultés à rendre compte d'un milieu infini et homogène. Donc Einstein choisit une des possibilités d'avoir un univers qui est clos, donc fermé sur lui-même, donc à géométrie sphérique, et il imagine que l'univers est immobile, permanent, comme tout le monde auparavant, avant lui. Et ça n'est pas compatible avec sa première version de la relativité générale. Donc il va introduire un terme nouveau dans ses équations. Donc il crée la théorie, il publie la théorie de la relativité générale en 1916, et en 1917, il propose une variante dans laquelle il ajoute un terme supplémentaire qu'on appelle une constante cosmologique, qui permet l'existence d'une solution de ce type dans ces équations. Et quelques années plus tard, l'astronome Hubble continue d'explorer les mesures de distance des galaxies, et donc il collecte un échantillon pour lequel il a un certain nombre de mesures de distance. On sait depuis Slipher, les années 1910, que les nébuleuses qui sont devenues des galaxies présentent des décalages vers le rouge, qu'on interprète comme un effet Doppler, donc une vitesse, et il constate que la vitesse d'éloignement des objets est proportionnelle à la distance. On est dans un monde en évolution, en expansion. Ça conduit les cosmologistes et Einstein à abandonner l'introduction de la constante cosmologique, qui était motivée par la volonté d'avoir un univers statique à ces époques-là. Et en fait, pour comprendre l'évolution de l'univers, finalement, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on n'a pas besoin de la complexité de la relativité générale. Quand je fais mes cours en master, là, il y a quelques étudiants qui ont suivi mes cours en master, ils le savent, hein, quand j'enseigne l'équation qui donne l'évolution de l'expansion de l'univers, je m'appuie sur des arguments newtoniens. Et là, l'intuition de ça est assez simple à comprendre. On a des galaxies qui sont en train de s'éloigner de nous, et l'ensemble des masses qui m'entourent exerce une force d'attraction sur ces galaxies. Donc on est exactement dans la situation où vous prenez un objet, vous l'envoyez avec une certaine vitesse, et il est soumis à la gravitation. Mais ce n'est pas juste une analogie, ce sont vraiment exactement les mêmes équations. Donc du coup, on connaît les solutions, évidemment. Et vous savez que alors sur Terre, s'il n'y avait pas l'atmosphère, le plafond, etc., le déterminant, c'est la vitesse à laquelle j'envoie la pièce. Pour les galaxies, on mesure leur vitesse d'éloignement. Donc ce qui va être le déterminant du destin de l'univers, c'est l'intensité de la force gravitationnelle qui s'exerce sur les galaxies distantes, qui dépend sur Terre de la masse. Donc dans l'espace, ça dépend de la densité de l'univers, qui va vous déterminer si votre densité peut arrêter l'expansion ou au contraire va laisser les choses filer. Et une fois que vous connaissez la densité de l'univers, vous connaissez sa géométrie d'après la relativité générale. Alors, vous savez que sur l'orbite, il y a une orbite spéciale qui est l'orbite parabolique. Pour la densité de l'univers, il y a l'analogue, c'est la densité critique, qui est celle qui détermine la densité limite entre le régime où l'expansion s'arrête et où l'expansion peut continuer indéfiniment. Donc, la notion d'univers en expansion, elle est apparue en fait par l'étude des solutions de la relativité générale. Elle était déjà implicitement présente en 1919 dans une solution de De Sitter. De Sitter était un mathématicien qui a regardé les solutions de la relativité générale, mais il a continué à chercher des solutions qui mathématiquement avaient l'air d'être des solutions statiques. Et donc c'est Lemaître qui clarifie ce sujet en proposant en 1927 que vraiment on est dans un modèle d'univers en expansion où les choses s'éloignent les unes des autres au cours du temps. Et il écrit explicitement dans son article que la vitesse d'éloignement va être proportionnelle à la distance modulo une constante.
Mais alors, il fait la bêtise d'écrire ça en français dans une revue de l'Académie des sciences de Bruxelles. Donc, autant vous dire que c'est totalement inconnu à l'époque. Et ça va être redécouvert a posteriori quand la loi de Hubble va être mesurée de façon observationnelle. Et du coup, depuis 2018, la relation entre la vitesse et la distance est appelée la loi de Hubble-Lemaitre, pour rendre compte que la formulation théorique avait été avancée par Lemaitre en 1927. Donc voilà un petit diagramme qui résume l'évolution de l'univers. Vous avez le paramètre d'expansion, donc la distance caractéristique entre deux objets, qui augmente au cours du temps. C'est le phénomène d'expansion. Cette augmentation dépend de la densité de l'univers. Et automatiquement, ce qui se passe, c'est que si vous remontez le film à l'envers, eh bien, il y a un moment donné, en un temps fini, où les choses sont les unes sur les autres. On appelle ça, entre guillemets, le Big Bang. Cette phase très, très initiale et très dense, elle est en fait étudiée aussi par Lemaitre dès le début, mais qui a assez peu de connaissances de physique, et donc il y a des moyens limités pour comprendre vraiment ce qui peut se passer. Mais il est quand même le premier à se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand l'univers est très jeune, donc dans ces phases très primordiales. Et aussi, on constate que la distribution de matière dans l'univers n'est pas rigoureusement homogène. Il y a des structures, des galaxies, des amas de galaxies. Et donc, il commence à regarder comment ces structures ont pu se former au cours du temps. Et il propose que c'est tout simplement la gravité qui rassemble les choses les unes sur les autres. Alors, vous savez tous que ce modèle du Big Bang va s'imposer petit à petit. Ce que moi j'appelle le Big Bang classique, c'est celui qui repose sur la physique qu'on a expérimentée en laboratoire et qui conduit à trois grandes observations qui ont été toutes validées dans les années 70. L'expansion de l'univers, la nucléosynthèse des éléments légers, parce qu'il y a de l'hélium dans l'univers qui est en grande quantité, il y a d'autres isotopes un peu plus rares, dont le lithium par exemple, dont on ne comprendrait pas l'origine si on n'avait pas cette nucléosynthèse primordiale. Et puis enfin, le fond cosmologique et son spectre. Tout ça, c'est j'applique la physique qu'on enseigne à l'université à un objet qui est l'univers. Et c'est ce qu'on fait. La nucléosynthèse, par exemple, c'est une chaîne de réactions en milieu homogène avec une température. C'est relativement facile à calculer, à tel point qu'il y a des codes en libre service sur le web. Pour ceux qui veulent s'amuser en ligne, vous pouvez rentrer. C'est pour ceux qui sont endormis. Est-ce que ça continue? C'est bon? Donc, ce que je disais, c'est que le réseau des réactions nucléaires qui produisent l'hélium 4 et qui produisent les autres isotopes dans les premières minutes du Big Bang sont des réactions nucléaires assez simples. Ce qu'on ne connaît pas forcément parfaitement, c'est les taux de réaction de certaines réactions qui sont un peu délicates à mesurer en laboratoire, mais ça ne pose pas de grosses difficultés. Donc ces idées de nucléosynthèse primordiale, il y avait vraiment le nom de Gamow qui a toujours été associé à ça, mais elle a été déjà explorée par exemple Chandrasekhar et Heinrich un petit peu avant Gamow. Alors aujourd'hui, on maîtrise bien les calculs de nucléosynthèse. C'est résumé dans ce petit diagramme où vous avez l'abondance d'hélium 4 à hauteur de à peu près 25%. Le deutérium qui est très sensible, donc qui va varier, mais vous voyez, déjà on parle de quantités très, très faibles, quelques pourcents ou moins du pourcent de la densité de l'univers, et même 10-5 qui est formé de ces isotopes. Donc c'est des tout petits éléments à l'état de trace, mais ils apportent une information critique parce que si on est dans un scénario où on produit la bonne abondance d'hélium 4, à peu près 25%, on produit automatiquement l'abondance des autres éléments, deutérium, hélium 3. Le lithium 7, c'est un peu plus compliqué, là. Justement, Sylvie Vauclair et Corinne Charbonnel ont beaucoup étudié l'évolution du lithium 7 stellaire qui a l'air de subir des petites variations d'un facteur 2 ou 3, mais l'ordre de grandeur reste bon. Et donc, la nucléosynthèse, c'est une cuisson. Vous prenez des atomes d'hydrogène, vous mélangez, vous chauffez, et ça vous donne de l'hélium 4. Donc, vous savez que quand vous faites la cuisson, il y a un ingrédient qui est critique, c'est la température à laquelle vous faites les choses. Donc, si vous faites mijoter à feu doux ou si vous mettez un feu très fort, le résultat n'est pas tout à fait le même. Donc, pour la nucléosynthèse, c'est exactement la même situation.
il y a un paramètre qui détermine le résultat de cette cuisson, c'est la température du milieu, ou plus exactement la quantité de chaleur disponible par atome. Et donc, de ce fait, on peut évaluer, pour que l'abondance corresponde bien à ce qu'on observe, la température qu'on doit avoir, c'est ce que fait Gamow, qui prévoit la température actuelle de l'univers de quelques degrés Kelvin. Et on détermine aussi une deuxième quantité, c'est la quantité de matière présente au moment de cette nucléosynthèse. Combien il y a d'atomes, donc de matière baryonique. Et cette quantité de matière baryonique qu'on prévoit avec la nucléosynthèse est assez faible, de l'ordre de 5% de la densité critique. Alors il y a une deuxième conséquence, c'est que l'univers doit contenir ce fameux rayonnement de corps noir. Vous avez un milieu qui a une certaine température, donc si vous avez une température, il y a un corps noir. Ce corps noir a existé au moment de la nucléosynthèse. Au cours de l'expansion, il refroidit, mais il reste un corps noir. Même si les interactions s'arrêtent, sa forme reste une distribution de corps noir. Donc on doit aujourd'hui retrouver ce corps noir dans le ciel. Voilà une illustration que j'aime beaucoup qui illustre le phénomène de corps noir, pour ceux qui ne sont pas convaincus. Vous avez ici du charbon et du fer qui sont portés à la même température. Et on voit bien que le rayonnement électromagnétique est le même. C'est ça la loi de corps noir. L'émission électromagnétique d'un rayonnement de corps noir est liée à la température, pas à la nature du matériau. Alors ce fond cosmologique, il est découvert par Penzias et Wilson en 1964 avec une antenne qui servait aux radiotélécommunications. Et ça leur vaudra le prix Nobel de physique quelques années après, en validant complètement ce scénario du Big Bang. Alors ce rayonnement électromagnétique, ce corps noir, donc à quelques degrés K, l'essentiel du rayonnement est dans le domaine des ondes millimétriques. Les ondes millimétriques, c'est les ondes qu'on utilise dans les fours à micro-ondes, par exemple. Donc c'est très commode pour chauffer les aliments, parce que ça chauffe l'eau ou la graisse. Et alors c'est très embêtant pour les astronomes, parce que l'atmosphère terrestre contient de la vapeur d'eau, et donc nous écrante le ciel à ces longueurs d'onde du millimètre. Donc on est obligé de passer dans des modes soit en ballon, soit encore mieux en satellite, pour avoir accès à la totalité du spectre du rayonnement du fond cosmologique. Donc le satellite COBE a été conçu dans cette perspective pour d'abord mesurer la forme du spectre, parce que la théorie du Big Bang nous disait que le corps noir avait été en équilibre thermodynamique dans les premières minutes, donc on doit avoir un corps noir de bonne qualité. Et les mesures qui ont été faites en 11 minutes, les premières mesures qui ont été faites par COBE ont été validées au bout d'une quinzaine de minutes d'observation, ont donné un corps noir de très bonne qualité. Mieux que 1%. Ça, c'était au bout de 15 minutes. Au bout d'un an d'observation, évidemment, la précision a énormément augmenté. Donc, vous avez ici les résultats de COBE à la fin de la vie de l'instrument qui mesurait le spectre. Vous voyez qu'on a un ajustement parfait de la courbe de corps noir. Mais quand je dis parfait, c'est parfait parce que là, ce n'est pas la barre d'erreur qu'on vous montre, c'est 400 fois la barre d'erreur. Donc, les vraies barres d'erreur sont 400 fois plus petites que ce que vous voyez sur cette figure. Donc il n'y a plus tellement de discussion pour savoir si le fond cosmologique est un corps noir ou pas. Ça l'est. Et en fait, pour la petite histoire, la limite de l'expérience, c'est la limite avec. On procède avec une mesure différentielle entre le ciel et un corps noir qui est embarqué à bord. Et la limite de l'expérience, elle est due au fait qu'on ne sait pas fabriquer un corps noir plus parfait qu'un certain niveau. Et donc, du coup, c'est ça qui limite la qualité de la mesure. Alors je reviens sur le destin de l'univers. On a vu que c'était l'expansion, c'est un élan, une vitesse initiale qui est donnée, et que cette expansion, elle va être contrôlée par la densité de l'univers. Et donc évidemment, les premières choses que les astronomes ont voulu faire, c'est peser l'univers, c'est-à-dire estimer la densité de matière qui s'y présente. Et ça a débouché sur une des premières choses les plus fascinantes de l'astronomie moderne, c'est la présence de matière noire. Alors cette matière noire, elle a été la première fois annoncée par Zwicky, qui était un astronome d'origine suisse qui travaillait aux États-Unis. Il avait mauvais caractère, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette image qu'il ne met pas en valeur. Il disait de ses collègues que c'était des imbéciles sphériques, c'est-à-dire que quel que soit l'angle sous lequel on les regarde, ça reste des imbéciles. Donc il ne s'est pas fait que des amis avec ça. Mais par contre, il était vraiment génial.
Et donc, ce qu'il a regardé, donc ça, c'est une carte de la distribution des galaxies telle qu'on peut la reconstituer en 3 dimensions. Hein. On a la vitesse d'éloignement qui vous permet de mesurer la distance. Donc, on sélectionne des galaxies dans une région du ciel, on mesure leur redshift, et comme ça, on peut avoir leur distance. Donc, l'observateur est ici, et vous avez les distances des différentes galaxies que vous mesurez dans une bande sur le ciel. Puis vous voyez qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. Là, il y a un alignement qui pointe sur l'observateur. On en retrouve à d'autres endroits. Donc ça, c'est dû au fait que les galaxies sont rassemblées à un seul endroit, un paquet, ce qu'on appelle un amas, mais elles ont une vitesse individuelle assez importante. Et donc, quand on mesure les distances sur la base de la vitesse, on commet une erreur. Et donc, on voit cette erreur ici qui est une dispersion de vitesse. Et donc, Zwicky est le premier à utiliser cette mesure de dispersion pour évaluer la masse de ces amas de galaxies. Et il trouve que la masse est de l'ordre de 100 fois la masse des galaxies, des étoiles des galaxies qu'on peut recenser dans cette région. Donc il utilise le terme de matière noire. Alors ce problème de la matière noire va devenir de plus en plus prégnant et problématique dans les années 70. Ici, vous avez un vieux cliché d'une galaxie. Alors je dis vieux parce que c'est une photo en noir et blanc, donc vous reconnaissez le négatif hein, avec la galaxie qui est en noir. Vous devinez vaguement sa structure spirale. On a rajouté ici une carte qui a été faite en radio. Donc le radio, ça permet de cartographier à une raie de 21 cm le gaz d'hydrogène neutre. Et ce gaz est aussi en train de tourner comme les étoiles autour du centre de la galaxie. Et donc avec ça, on peut faire des courbes de rotation hein, qui mesurent la vitesse à laquelle les choses tournent par rapport au centre. Donc on a ici le centre et puis on va vers l'extérieur. On arrive à mesurer les vitesses dans des régions très extérieures à la galaxie. Ce gaz, on peut estimer sa masse, ça représente quelques pourcents, 10 à 20% des fois, de la masse des étoiles ici, donc c'est assez négligeable. Mais par contre, vous voyez, si je regarde cette courbe de rotation, eh bien sa vitesse est à peu près constante, la partie visible est ici, et ça continue jusque sur les bords, le plus loin qu'on arrive à la mesurer. Et si vous reprenez tout simplement l'équation d'une trajectoire circulaire, si elle n'est pas circulaire, vous rajoutez un petit coefficient géométrique, v carré égale jm sur r, ça vous dit que la masse augmente avec le rayon si la vitesse est constante. Donc on est juste en train de dire, dans cette région de l'espace, il y a à peu près 10 fois plus de masse au total que ce qu'on arrive à mesurer dans la partie centrale. Donc on a sous le nez la présence de matière noire, avec de la physique qui est quand même pas très compliquée, et depuis le temps, personne n'a trouvé comment changer ça. Et donc on a eu de nombreuses observations pour aller voir si autour des galaxies on voyait du rayonnement électromagnétique à d'autres longueurs d'onde, et on n'a jamais rien vu. Donc la conclusion se retrouve pour les amas de galaxies. Par exemple, dans l'émission du gaz X, on a aussi pu mesurer la température du gaz. Ce gaz chaud qui est dans les amas représente 10 fois la masse des étoiles. C'est déjà une composante dominante par rapport aux étoiles, mais ce n'est encore pas le facteur 100 dont on a besoin. Donc il y a encore 80 à 90% de la masse dans les amas de galaxies qui nous échappe. Et ça reste vrai aujourd'hui. Et je ne peux pas m'empêcher évidemment de mentionner la visualisation de la matière noire dans les amas de galaxies, visualisée par les arcs gravitationnels, une spécialité à Toulouse. Et cette image, elle est très intéressante parce qu'elle vous montre quelque chose qui est presque évident. Hein, c'est que, vous voyez les arcs ici, donc c'est les déformations des images. La lumière est déviée par la masse, et donc l'image des objets dans le fond est déformée. Mais vous voyez que ces déformations sont très régulières et pas directement associées aux galaxies. Donc si les déformations étaient dues essentiellement à des masses concentrées dans les galaxies, on s'attendrait à ce que les déviations soient un petit peu plus chaotiques en suivant les formes des galaxies. Donc là, vous avez déjà à l'œil, visuellement, une idée que la matière noire est présente, et elle est présente d'une façon beaucoup plus régulière que ce que vous voyez dans la distribution des galaxies. Et ça va se confirmer au cours des années, et ça reste un outil très important pour mesurer les propriétés de la matière noire. Donc la conclusion qui arrive à la fin des années 70, c'est que la matière noire représente un bilan d'à peu près 30% de la densité critique, au total visible et noire.
Et donc là, on a un peu validé le scénario du Big Bang, on a estimé la densité de l'univers, on pourrait se dire, bah, ça y est, on a fait à peu près tout le travail. Il reste quand même une question tout à fait fondamentale sur laquelle j'ai glissé. Je vous ai dit la matière noire, le bilan c'est que c'est fait à peu près 30% de la densité critique. Avant, je vous ai dit les atomes, c'est à peu près 5% de la densité critique. Bon, bah, la palisse aurait dit, bah oui, c'est facile, il y a 25% qui ne sont pas des atomes, certes. Donc on appelle ça de la matière non baryonique. Sauf qu'en laboratoire, on ne connaît rien qui ne soit pas baryonique. Tout ce que vous avez à votre disposition dans cette pièce est fait d'atomes, donc c'est de la matière baryonique. Alors, où est-ce qu'on a de la matière non baryonique? Ben, dans les accélérateurs de particules. Par exemple, les neutrinos ne sont pas dans la catégorie des atomes, c'est des particules d'une autre famille. Simplement, les neutrinos ont une masse tout à fait négligeable. Donc les physiciens des particules, depuis les années 70, sont convaincus que la matière noire est la signature de la présence de nouvelles particules qu'on n'a pas encore détectées dans les laboratoires ou dans les accélérateurs. Donc je reviens sur le succès du Big Bang. Ça, c'est la situation à la fin des années 70-80, avec un modèle qui a vraiment établi son succès sur la physique qu'on connaît en laboratoire, mais qui apporte des nouvelles questions. Qu'est-ce que c'est que cette matière noire non baryonique? C'est celle que je viens d'évoquer. Une deuxième observation, très élémentaire, c'est que dans l'univers, il y a essentiellement de la matière, il n'y a pas d'antimatière. Alors, je ne sais pas, Peter n'est pas là, mais il serait content de savoir que je le rappelle. Hein. Observationnellement, il n'y a pas beaucoup d'antimatière dans la nature. Il y en a peut-être un petit peu produite dans les collisions de rayons cosmiques, mais au premier ordre, il n'y a aucun signe de la présence d'objets constitués d'antimatière. Or, l'antimatière a les propriétés a priori totalement symétriques de la matière. Donc, dans la genèse du Big Bang, dans les milieux très denses et très initiales, on devrait avoir à peu près autant de matière que d'antimatière. Donc, c'est une question, comment se fait-il qu'il y ait une asymétrie entre matière et antimatière? Et la solution a été proposée par un physicien russe que vous connaissez tous, hein, c'est Sakharov. Il a fait cette remarque qu'en fait, ce n'est pas vrai que dans la physique des particules, il y a une symétrie rigoureuse entre particules et antiparticules. Il y a ce qu'on appelle la violation CP, qui fait qu'une particule qui se désintègre peut avoir, dans certains cas, une antiparticule qui se désintègre aussi, mais pas avec le même temps caractéristique. Et du coup, là, vous avez la brique pour faire un univers qui est asymétrique. Vous partez d'une situation symétrique, vous laissez les choses se désintégrer, comme ça se désintègre plus vite du côté matière ou antimatière, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Donc avec ce genre d'ingrédients, on a un scénario pour expliquer pourquoi il y a une asymétrie matière-antimatière. Mais c'est un scénario parce qu'on n'a pas eu le moyen de le valider. Et pourquoi on n'a pas le moyen de le valider? Parce qu'aux énergies qu'on regarde, il n'y a pas cette asymétrie qui nous expliquerait la différence entre matière et antimatière. Donc même aux énergies où LHC, on ne voit pas l'origine, on ne voit pas de particules qui pourraient avoir les bonnes propriétés pour nous expliquer la différence entre matière et antimatière. Donc on est obligé d'aller vers la conclusion que si cette différence existe, eh bien elle vient d'une physique qui est au-delà de celle qu'on sait expérimenter. Et donc ça se passe sur des énergies auxquelles on n'a pas encore accès dans les accélérateurs. Et du coup, on va aussi se poser la question de l'origine des structures qu'on voit dans le ciel. L'univers, ça marche s'il est homogène, mais il faut quand même rendre compte du fait qu'il y a des galaxies, des étoiles, des amas de galaxies. Donc on va rajouter des petites variations de la densité de l'univers, ce qu'on appelle les fluctuations. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y aurait des fluctuations plutôt que pas de fluctuations? Quelles sont leurs amplitudes, leurs propriétés statistiques, etc. Et en fait, ça pose un problème très général qui est celui des conditions initiales. Alors, je reviens sur la matière noire, hein, on la cherche dans les accélérateurs. On ne l'a pas trouvée jusqu'à présent au LHC. Non seulement on ne l'a pas trouvée, mais on n'a pas trouvé de signe de présence de nouvelles familles de particules. Je pense que ça a été expliqué dans le séminaire sur le LHC. Et ça veut dire que le LHC, ça monte à des énergies de l'ordre d'une dizaine de TeV. Mais comme on n'a aucune idée d'où se produit cette nouvelle physique qui pourrait nous expliquer les choses, on ne sait pas du tout jusqu'où il faut monter
pour avoir la détection d'une nouvelle physique. Alors je vous ai dit, il y a plein de matière noire partout, hein, donc il y en a en ce moment dans cette pièce en principe, si ce scénario est correct, donc il suffit de mettre un détecteur et puis on doit la voir passer. Alors si on met un détecteur de particules dans cette pièce, on va avoir plein de signaux, parce que nous-mêmes on est un peu radioactifs, les bâtiments sont radioactifs, l'atmosphère est bombardée en permanence par des rayons cosmiques qui nous donnent des signaux sur ce genre de détecteur. Donc il faut se mettre sous des montagnes, hein, et dans des tunnels désaffectés de la SNCF, on installe ces appareillages. Et ensuite, les expérimentateurs s'en vont et on regarde si on voit des choses anormales qui passent. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Donc, on fait comme en astronomie, hein, on augmente la taille des détecteurs. Donc, on a maintenant des détecteurs qui font plusieurs tonnes. Hein, et la course à la taille est en train d'augmenter. Donc, des détecteurs sur des techniques qui peuvent voir ces fameuses particules qui sont de l'ordre de la tonne. Et on met ce genre de diagramme qui est la section efficace de votre particule supposée avec le matériau que vous utilisez et la masse de la particule. Et comme vous avez détecté aucun événement, vous pouvez exclure un certain niveau et plus vous descendez, plus vous avez un niveau d'exclusion fort. Alors ce jeu est en cours, hein, depuis une vingtaine d'années, hein, donc on est à peu près quelque part par là actuellement. Il y a une limite à cet exercice, c'est que les neutrinos de l'atmosphère, justement, les collisions atmosphériques produisent des neutrinos, et donc ça va produire des signaux qu'on va un jour voir comme un parasite dans les détecteurs de particules. Et alors là, il y a encore de la marge, hein, mais on a progressé de ça en 10 ans. Donc d'ici une dizaine d'années, on va atteindre ce qu'on appelle le plancher de la détection possible de matière noire. Et donc si on ne les voit pas d'ici là, il faudra trouver d'autres techniques pour la chercher. Alors je reviens sur mon fond cosmologique, dont le spectre a été mesuré non seulement par COBE, c'est les points bleus ici, mais par d'autres instruments au sol. Hein. Vous voyez que c'est toujours un corps noir parfait, évidemment. C'est de la lumière. Donc la lumière, la première chose qu'on fait en général, c'est qu'on fait une image. Donc quand vous êtes en train de regarder l'écran ou quand vous me regardez moi, vous faites une image avant de faire l'analyse spectrale. Et cette image, vous la faites avec la lumière qui vous est renvoyée vers l'œil, mais qui est diffusée par l'objet que vous regardez. Moi, vous me voyez parce que je vous renvoie de la lumière. Ce n'est pas la lumière que j'émets spontanément. Donc, ce qu'on regarde quand on fait une image, on voit le lieu de dernière diffusion de la lumière. C'est vrai pour le paysage, c'est vrai pour les étoiles, et c'est vrai pour la cosmologie. Donc, on va regarder quand est-ce que cette lumière est diffusée pour la dernière fois dans l'histoire de l'univers, et ça se produit quand l'univers est à peu près âgé de 370 000 ans. Et donc, depuis la découverte du fond cosmologique en 1964, on a essayé de faire une image de ce fond cosmologique pour avoir la vision de l'univers tel qu'il était à l'âge de 370 000 ans. Ça, c'était une forte motivation, évidemment. Et le premier satellite la première expérience qui a obtenu des images de ce fond qui ne soit pas juste une lumière uniforme, c'est à nouveau le satellite COBE. Donc là, on a à nouveau une carte du ciel aux longueurs d'onde millimétriques avec un contraste de densité qui est de l'ordre de 10 puissance 5. Donc ici, les variations d'intensité qu'on voit sont de l'ordre de 10-5. Et on voit les premières structures. Alors ça, c'est l'émission de notre galaxie. On voit une composante qu'on appelle dipôle, qui est due à notre vitesse. Et puis, on voit des fluctuations qui sont des fluctuations vraiment réelles dans le fond cosmologique, qui nous donne donc la première image de l'univers à l'âge de 370 000 ans. Donc les satellites comme MAP et COBE vont améliorer cette image, mais en fait, il y a un problème tout à fait surprenant que pose cette image. Hein. Je vous dis, c'est l'univers qui est en l'âge de 370 000 ans. Donc si vous regardez dans une direction ici, vous voyez le fond cosmologique de l'univers à 370 000 ans dans cette direction. La lumière a mis 14 milliards d'années à venir jusqu'à nous. Et si vous regardez dans cette direction, vous voyez aussi le fond cosmologique à 370 000 ans. Et il y a 14 milliards d'années dans cette direction. Donc, mal calculé, on va dire ça fait 30 milliards d'années-lumière entre ces deux points. Et il me donne exactement les mêmes propriétés. Donc Einstein ne serait pas content là. Il vous dirait, mais attendez, vous avez des horloges finalement qui sont parfaitement synchronisées
et elles sont à des distances telles qu'il n'y a jamais eu personne pour pouvoir les synchroniser. Comment se fait-il que la température que je regarde dans cette région du ciel est la même que là, alors que ces deux régions du ciel n'ont pu échanger aucun signal? Donc là, il y a une vraie difficulté de principe. Ça veut dire que vous avez des conditions initiales qui ont été préparées finement pour que vous voyez ce que vous voyez. Et si on avait préparé autre chose, on aurait quelque chose de totalement différent. Mais on n'a pas pu, personne n'a pu déplacer la matière puisque les distances sont plus grandes que ce que vous pourriez parcourir avec la lumière à cette époque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de l'horizon, qui a été à la fois formulé et résolu par un physicien américain qui s'appelle Alan Guss, qui a dit en fait, il se passe quelque chose dans l'univers très primordial. Et ce qu'il a proposé, c'est qu'il y ait une phase d'inflation, donc inflation, ça veut dire de grossissement, to inflate. Et donc, il a imaginé qu'à très très haute énergie, l'univers va donc le 10 puissance 15 GeV, donc l'accélérateur du CERN, il est à 10 puissance 4 GeV actuellement, donc vous voyez, il y a 11 ordres de grandeur de différence. Il a imaginé qu'à cette époque-là, il se passe un phénomène qui fait que l'univers va se dilater de façon phénoménale. Et du coup, il va prendre des dimensions tellement grandes que tout le monde va être mis aux mêmes conditions initiales. Et du coup, ce scénario dit d'inflation a été étudié. Il a plusieurs conséquences. D'abord, comme vous dilatez les choses, vous prenez un ballon sphérique et puis vous le dilatez à une dimension énorme, il va apparaître comme une surface plane. Donc la première conséquence, c'est que l'univers doit avoir une apparence d'univers plat. La deuxième conséquence qui découle de la relativité générale, si vous avez la géométrie, vous avez la densité, donc la densité doit être égale à la densité critique. Troisième conséquence, c'est qu'il y a des fluctuations primordiales qui vont apparaître. Là, c'est un peu plus technique. Ce mécanisme d'inflation s'arrête avec une transition de phase. Et donc la transition de phase, par exemple, de l'eau, vous prenez un bassin d'eau parfaitement régulier, vous le congelez, il apparaît des défauts dans la structure de la glace, qui est due à la transition de phase. Et donc, de la même façon, en supposant qu'on part d'un univers parfaitement homogène, si on fait une transition de phase, on peut commencer à fabriquer des fluctuations qui ont un certain nombre de propriétés statistiques qu'on caractérise, statistiques gaussiennes et des fluctuations en loi de puissance, peu importe le détail. Et pour dire, on a une prédiction sur les propriétés statistiques de ces fluctuations. Et donc, pour observer ces fluctuations, il faut observer le fond cosmologique. Ça a été les buts des satellites MAP du côté américain et Planck du côté européen. Et ils nous ont fourni cette image, que j'imagine vous avez déjà vue un grand nombre de fois, mais qui est vraiment l'image de l'univers tel qu'il était à 370 000 ans après le Big Bang. Et là, vous voyez les structures qui sont les germes des structures qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, l'œil saisit des échelles typiques qui sont de l'ordre du degré. Donc, les échelles du degré, c'est de l'ordre de la taille de la Lune. Et ces structures, aujourd'hui, vont faire une centaine de mégaparsecs, c'est-à-dire 300 millions d'années-lumière. Donc, vous avez vraiment là la carte de l'univers tel qu'il était 370 000 ans après le Big Bang. Alors, c'est une jolie carte, on est content, mais on veut faire une analyse statistique dessus. Donc, on fait une analyse en décomposition en harmonique sphérique, et on regarde ce qu'on appelle le spectre de puissance angulaire. Donc, voilà les mesures faites par Planck en rouge, les barres d'erreur qui deviennent invisibles dans ces parties-là. Et vous avez dessus ajouté un modèle théorique d'univers. Et vous voyez que la grande satisfaction des physiciens, c'est quand on a un accord entre un modèle et des observations. Et l'accord est vraiment excellent, avec extrêmement peu de paramètres pour produire cette courbe verte. Et la deuxième conséquence, c'est qu'évidemment, si vous changez les valeurs numériques des paramètres, vous allez changer votre courbe verte. Et donc, comme la courbe verte est extrêmement bien contrainte par les observations, les paramètres qui déterminent cette courbe verte sont extrêmement bien contraints. Donc, c'est le deuxième élément qu'apportera les observations du fond cosmologique, c'est que l'ensemble des paramètres cosmologiques est extrêmement bien contraint une fois qu'on oblige à reproduire les observations des fluctuations du fond cosmologique. Alors, la première chose qu'on a pu conclure des observations du fond cosmologique, c'est la courbure de l'espace.
Et vous avez tous appris qu'on était dans un espace de courbure à peu près plate, parce que vous regardez quelque chose à travers tout l'univers lui-même. Donc si la géométrie de l'univers change, la géométrie des rayons lumineux change, et donc ça change les échelles angulaires qu'on voit sur la figure précédente. En particulier, la position de ce pic se déplace à droite et à gauche si vous changez la courbure de l'espace. Alors, si vous avez bien suivi, on est dans un univers plat, donc d'après Einstein, on est dans un univers de densité critique. Mais ça, c'est en contradiction avec ce que j'ai raconté au début. J'ai dit que la matière noire représentait à peu près un tiers de la densité critique. Donc il y a un hiatus entre les deux conclusions. Et ce hiatus va être comblé par les observations du diagramme de Hubble des supernovas. Et pour bien comprendre pourquoi ce point-là est important, quand je vous ai dit on pèse l'univers, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le vide contribue à la densité de l'univers? Alors, toute personne raisonnable se dirait le vide, ça pèse de rien, donc ne vous embêtez pas. Alors c'est vrai, a priori on va se dire le vide ça ne doit pas peser, mais alors comme je suis mathématicien de formation, je vais vous dire démontrez-le-moi. Donc faites-moi une expérience de physique qui me montre que le vide ne pèse pas. C'est un peu plus compliqué. Donc si on garde les yeux ouverts, on peut laisser la possibilité que le vide contribue à la densité de l'univers. Et quand on fait cette possibilité, on se rend compte que c'est rigoureusement équivalent à introduire une constante cosmologique comme l'avait fait Einstein. Donc il y a une équivalence stricte entre la constante cosmologique et la densité du vide. Alors le diagramme de Hubble des supernovas. Donc les supernovas sont des étoiles en fin de vie qui explosent. Il y a plusieurs catégories. On a sélectionné les supernovas de type 1A parce qu'elles ont une courbe de lumière très régulière. Elles ne sont pas toutes avec la même luminosité, donc elles explosent, elles deviennent très brillantes, puis après elles décroissent au cours du temps. Mais il se trouve qu'il y a une relation entre la durée et la luminosité de ces objets qui est très bien établie. Et une fois que vous prenez la courbe verte, vous la montez un petit peu, vous l'élargissez un petit peu, eh bien, elle se superpose parfaitement à la supernova la plus brillante du diagramme. Donc ça, c'est un outil remarquable pour l'astronomie. Ça veut dire qu'on sait calibrer les objets en valeur absolue pour s'en servir comme chandelle standard et mesurer les distances. Donc, il n'y a plus qu'à mesurer les distances d'un échantillon de supernova. Alors voilà une petite portion du ciel qui doit être moins qu'une pièce de 1 centime tenue à 1 mètre. Chaque petite tache à peine visible, et il y en a encore plus sur l'écran, c'est une galaxie, 10 puissance 12 étoiles. Voilà un agrandissement ici d'une région, 1, 2, 3, 4 galaxies, et on prend des clichés à intervalles réguliers, et il se passe quelque chose dans cette galaxie. La luminosité a changé, donc on soustrait une image à l'autre, il y a un résidu qui est complètement stellaire. On va au télescope spatial pour avoir des bien meilleures images que depuis le sol, et on voit effectivement une petite étoile qui est apparue à côté de la galaxie. Et puis cette galaxie qui avait une forme de cacahuète, en fait c'est 2 galaxies. Et on reconnaît bien ici la structure de la galaxie brillante. Donc on peut suivre la courbe de lumière de cette supernova, et on peut comme ça mesurer les distances. Alors comme c'est des objets très brillants, les supernovas, aussi brillants qu'une galaxie, on va pouvoir les voir aussi loin qu'on sait voir des galaxies. Donc à plusieurs milliards d'années en arrière. Et donc on va reconstituer, on va refaire exactement ce que faisait Hubble, mesurer les vitesses et les distances, mais sur des objets pour lesquels la lumière a mis plusieurs milliards d'années à venir jusqu'à nous. Et donc on va mesurer l'expansion de l'univers, non plus aujourd'hui, mais dans le passé. Et donc c'est ce qu'on fait. Et donc là, vous allez être obligé de me croire sur parole. Alors c'est la magnitude qui est l'équivalent de la distance, et ici le redshift qui est l'équivalent de la vitesse. Donc le diagramme de Hubble, c'est une relation linéaire entre les deux. Et si on est dans un univers au cours duquel l'expansion ralentit au cours du temps, ces courbes doivent s'incliner vers le bas. Et vous voyez que les premières données qui ont été faites sur les données des supernovas distantes montrent une incurvation vers le haut. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand les objets sont distants, eh bien là, ils ont tendance à avoir une vitesse qui augmente au cours du temps. Donc la conclusion qu'on a été amené à avoir à partir de ces résultats, c'est qu'à l'échelle de l'univers, sur les très très grandes distances,
la force gravitationnelle moyenne est une force répulsive et non pas attractive. Et ça, c'est quelque chose que la constante cosmologique fait pour vous, ou l'énergie du vide. Alors c'est un résultat qui était quand même très surprenant, mais qui a été annoncé par 2 équipes indépendantes dans les années 98. C'est que dans un diagramme où on met la densité de matière d'un côté et la constante cosmologique de l'autre, eh bien les supernovas veulent une constante cosmologique qui soit non nulle, autrement dit, une force répulsive à l'échelle de l'univers. On a eu des observations depuis donc une vingtaine d'années qui ont confirmé ça en long, en large et en travers, y compris avec le télescope spatial Hubble, où on a pu détecter des supernovas très lointaines, et c'est en parfait accord avec un univers qui a une constante cosmologique. Alors c'est devenu une industrie, il y a des équipes dans le monde qui constituent des grands échantillons de supernovas. On a plus de 1000 supernovas maintenant qui ont été mesurées à toutes les gammes de distance, donc de redshift. Et on a toujours un accord parfait avec ce modèle de base, qui est un modèle avec une constante cosmologique. Et en fait, je vous ai déjà montré un résultat, sans le dire, je vous ai dit, cette courbe verte est en parfait accord avec les mesures des fluctuations du fond cosmologique. Pour obtenir cet accord, on est obligé d'introduire une constante cosmologique dans le modèle. On ne peut pas reproduire ces observations sans introduire une composante qui ressemble à quelque chose comme ce qu'on appelle de l'énergie noire, pour dire qu'on ne sait pas ce que c'est non plus cette force répulsive qu'on mesure dans les observations. Alors en fait, s'il y a un pic ici dans cette structure, là, ça veut dire votre œil a regardé l'image de Planck, on voit une structure que l'œil détecte, comme si c'était un tableau un peu impressionniste, et une échelle qui ressort. Et cette échelle qui ressort, on la voit ici, elle est donc imprimée dans la matière à l'époque, quand l'univers était 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui, mais on va retrouver cette même échelle aujourd'hui dans la distribution de la matière. Donc cette échelle ici, qu'on appelle le pic Doppler, c'est une échelle particulière où les intensités de fluctuation sont un peu plus grandes que la moyenne, entre guillemets. On va retrouver exactement la même chose dans la distribution de la matière aujourd'hui, telle qu'on la cartographie avec la distribution des galaxies. Et ça a été une prédiction du modèle standard qui a été faite avant qu'on aille aux observations. Et en 2005, on a pu mesurer la fonction de corrélation des galaxies avec cette bosse. Et cette bosse-là, c'est exactement l'analogue de la bosse qu'il y a dans le fond cosmologique. Et ça, c'est un outil aussi remarquablement puissant, parce que si vous mesurez votre fond cosmologique, vous pouvez maintenant prédire exactement la courbe théorique, et donc il n'y a plus de paramètres libres. Si ce n'est que les galaxies ne sont pas forcément un traceur parfaitement fidèle, donc il y a un petit ajustement en amplitude, mais pas du tout en position ni en forme. Et vous voyez que l'accord entre les modèles théoriques et les observations est à nouveau parfait. Ça, c'était en 2005, donc l'évidence ici était à 3 sigma et demi, donc on ne traverse pas la rue avec ce degré de confiance, mais depuis, on a énormément amélioré la taille des catalogues et les évidences sont au-delà de 7 sigma. Donc c'est pour ça que, je ne l'ai pas précisé, mais il faut le préciser, vous ne pouvez rendre cette observation cohérente avec l'observation du fond cosmologique qu'avec une constante cosmologique. Donc vous avez aussi là quelque chose qui vous dit explicitement qu'il y a une constante cosmologique ou quelque chose d'autre qu'on appelle énergie noire pour dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc ça a conduit à un prix Nobel aussi pour la découverte du diagramme de Hubble et de l'accélération de l'expansion. Mais on est quand même face à un problème assez lourd du point de vue de la théorie. Parce que, évidemment, si vous êtes pragmatique, vous pouvez vous dire, bon, écoutez, Einstein en 1917 vous a donné la solution, ne cherchez pas plus loin. C'est soit une constante cosmologique, soit la densité du vide. De toute façon, c'est équivalent et vous ne pourrez pas faire la différence entre les deux. Alors ça ne plaît pas aux physiciens. D'abord parce que c'est insatisfaisant. On a un truc nouveau, on a envie d'avoir une explication un peu plus aboutie que juste dire vous rajoutez un terme dans les équations et c'est fini. Donc des gens ont introduit des nouveaux objets
Donc vous pouvez rajouter une nouvelle matière, un nouveau fluide dans l'univers. Alors, selon votre degré de sophistication, ça s'appelle quintessence, caméléon ou des choses plus bizarres, qui sont des propriétés qu'il va falloir contraindre. Ou alors, vous êtes plus audacieux et vous vous dites, non mais finalement, appliquer la relativité générale à l'échelle de l'univers, c'était pas juste. Finalement, les tests de relativité générale, ils sont très très bons, mais ils sont sur des objets très, très petits, très compacts, de l'ordre des étoiles, du système solaire, etc. Donc on peut revoir la relativité générale. Et ça, c'est une deuxième brèche dans laquelle les théoriciens se sont engouffrés à grand flot. Alors je reviens sur les paramètres cosmologiques qu'on extrait de Planck. Les dernières tables ont été publiées l'année dernière, donc vous avez ici tout le loisir d'admirer et d'apprendre par cœur tous les chiffres qu'il y a. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a abouti à une précision qui est de l'ordre du % sur les paramètres fondamentaux. Je l'ai souligné ici. Donc les paramètres de base du modèle sont maintenant déterminés avec une précision qui est de l'ordre du %, qui était le programme annoncé par Planck dans les années 90. Les paramètres dérivés, qui sont des combinaisons linéaires des autres, en général, la précision est la même. Sauf pour un, il y a deux choses qui sont assez amusantes. Par hasard, l'âge de l'univers est extrêmement contraint dans ces modèles. Je crois que c'est 13,9 milliards d'années, plus ou moins 40 millions d'années. Point. Vous n'avez pas le droit de changer de ça, de plus de cette précision. C'est un peu un hasard que les combinaisons qui marchent vous donnent le bon âge, vous donnent un âge très précis. Ce que le satellite Planck contraint très mal, c'est l'énergie noire. Et la raison, c'est qu'en fait, l'énergie noire n'apparaît pas du tout à z égale 1000, donc à l'époque de 370 000 ans. C'est quelque chose qui ne se manifeste que très tard dans l'histoire de l'univers. Donc l'observation de cette image à z égale 1000 vous permet de contraindre un petit peu cette énergie noire, mais très très mal. Du coup, il faut des observations complémentaires pour mieux la caractériser. Et donc, il reste vraiment maintenant à mieux caractériser cette énergie noire, savoir est-ce que c'est vraiment l'analogue complet d'une constante cosmologique ou est-ce que ça peut dévier d'une constante cosmologique. Puis j'ai souligné ensuite deux petits points qui sont des sujets d'engueulade pour les experts, là, parce que là, on peut déduire la constante de Hubble des observations de Planck et on trouve 67 plus ou moins 0,4. Il y a des observateurs comme Adam Riess, prix Nobel, qui mesurent la constante de Hubble, ils trouvent plutôt 74 plus ou moins 1 ou 2. Donc là, on est confronté à une tension, et ce degré de tension dépend un peu de vos a priori sur les barres d'erreur de chacun. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais il est considéré comme un problème quand même qu'il faut regarder très sérieusement. Et la même chose pour l'amplitude des fluctuations de matière. On trouve des amplitudes qui sont un petit peu plus élevées que ce que d'autres personnes ont trouvé. Alors, du coup, on a fait une remarque, c'est que ça, c'est des observations qui vous donnent en fait les caractéristiques de la situation quand l'univers est à 370 000 ans. Donc vous les extrapolez aujourd'hui, et peut-être qu'il s'est passé des choses un petit peu compliquées sur le chemin, plus compliquées que ce que vous croyez, qui expliquent cette différence. Mais on ne sait pas trop pour l'instant. Ça, c'est des sujets de recherche. Donc la situation actuelle, c'est qu'on a vraiment émergé avec une question qui domine un petit peu le paysage scientifique, hein, c'est qu'est-ce que c'est que cette énergie noire qu'on a été obligé d'introduire. Et ça remet... c'est une question qui n'est pas juste une question d'astronomie, hein, c'est une question qui est vraiment une question de physique fondamentale. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui produit une gravité répulsive à l'échelle de l'univers ? Et autant la matière noire, c'était relativement dans les cartons, si on avait des nouvelles particules, c'était assez facile d'imaginer qu'il y avait de la matière noire, autant qu'est-ce qui peut produire cette énergie noire et sa nature, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est dans le brouillard complet. Hein. En fait, si vous avez suivi, on ne sait même pas dire si c'est quelque chose qui est présent dans l'univers et que la relativité générale répond à cet objet, ou si c'est la relativité générale qu'il faut aller casser. Donc on en est là, et donc, du coup évidemment il y a des expériences pour essayer d'avancer. Donc on est impliqué en particulier à l'OMP dans le projet Euclide, qui justement veut cartographier la distribution des galaxies à très grande échelle et au cours du temps, pour mieux caractériser cette énergie noire. Il y a un deuxième projet qui est le satellite Lightbird, qui veut aller mesurer très finement la polarisation du rayonnement du fond cosmologique, pour tester
une prédiction très spécifique de l'inflation, donc quelque chose sur l'univers très primordial. Si on détectait ce qu'on cherche, là ce sont les modes B de la polarisation, on aurait vraiment une signature très spécifique de l'inflation. Malheureusement, l'amplitude et les caractéristiques des modes B dépendent de scénarios, donc il est toujours possible de changer la valeur prédite. Voilà, donc j'en arrive à mes conclusions. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je savais que je serais au-delà des 40 minutes initiales d'il y a 20 ans. J'ai voulu vous montrer que finalement, quand l'époque de Copernic, ce qui a amené la révolution copernicienne, c'est quand même une question sur la structure de l'univers dans son ensemble. La question que posait Copernic et la question à laquelle commence à répondre Galilée, c'est vraiment comment fonctionne l'univers. Et avec cette idée que ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe dans le ciel, c'est la même chose, c'est la même physique. On a une physique universelle qui s'applique sur Terre et dans l'espace. Et aujourd'hui, on est encore dans cette situation où la cosmologie a amené des nouvelles données, des nouvelles évidences sur la matière noire, sur l'énergie noire, qui sont des vraies questions pour la physique fondamentale. Et voire même, c'est une situation peut-être nouvelle, il est possible pour l'énergie noire qu'il n'y ait pas d'autre moyen que l'astronomie pour progresser sur la connaissance de cette composante. Voilà, je vais m'arrêter là et vous inviter à poser des questions si vous le souhaitez.